César, je suis trop content de te recevoir. Bon, c'est ce que je te disais, on va faire gaffe à pas refaire le... Pour la petite histoire, hein, ça fait 1 heure qu'on discute, on a mangé ensemble, donc on a déjà parlé pas mal de choses. J'ai plein de choses à voir avec toi. On a 1 heure et demie. On a 1 heure et demie pour évoquer tout ça. J'aimerais voir plusieurs trucs avec toi. Ton parcours. Comment on arrive entre guillemets, à partir d'études, à créer un premier resto, créer un premier concept d'hôtel de resto et à en créer 100 derrière. Alors, quand je dis 100, je dis X, hein, c'est-à-dire que il y a un truc génial dans ton parcours, c'est que donc tu es créateur, accompagnateur, tu as géré des hôtels, mais tu m'expliqueras tout ça. Maintenant, ça devient ton boulot au quotidien. Et comment tu arrives à te renouveler sans cesse avec à chaque fois de la créativité pour des concepts qui durent, ça m'intéresse vraiment. Et puis, tu navigues avec plusieurs marques, tu as créé plusieurs éléments. Je veux que tu m'en parles absolument. C'est un truc aussi qu'on essaye de faire un peu chez les compteurs, on en a un peu parlé, à une moindre échelle que toi. Et toi, tu as toujours en plus, tu navigues comme nous dans le même secteur, hein, donc toi, l'hôtellerie, nous, le tourisme de façon plus générale, donc ça m'intéresse énormément. Et puis si ça inspire des parcours parmi les auditeurs, ça me plaît énormément. César, je te laisse parler. Est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour à tous, moi je suis César Lassara, je suis le cofondateur de la société Triple B et d'autres sociétés qu'on évoquera peut-être après. Moi j'ai un parcours assez atypique, j'ai commencé par faire de l'ingé et ensuite je me suis dirigé vers l'hôtellerie et la restauration parce que j'avais cet amour du client et du service. Et donc j'ai fait cette école de management hôtelier, puis ensuite j'ai fait un parcours assez normal de direction d'hôtel dans toute catégorie d'hôtels confondus, du luxe, de l'économique, du boutique hôtel. Ensuite, j'ai travaillé pour des fonds d'investissement, des family office pour transformer des hôtels transformer des immeubles de bureaux en hôtels. Ouais. Et c'est là que j'ai rencontré mon associé Leslie Jones, j'étais son client pour un immeuble qu'on transformait en hôtel. Donc toi, t'étais le gestionnaire de l'hôtel et elle t'aidait à créer un resto dans l'hôtel. Exactement. Ok. Et au bout de cette aventure qui pour moi était salariée mais elle entrepreneuriale, en fait on s'est retrouvés et je lui dis écoute, ça fait maintenant 3 ans qu'on bosse ensemble, ce serait génial qu'on s'associe et qu'on crée une nouvelle marque d'hôtel ensemble. Et voilà. Et depuis, maintenant, ça fait 6 ans qu'on est associés, qu'on crée... la dernière fois, je crois qu'on calculait le nombre de boîtes qu'on avait créées depuis, on était déjà à 5 ou 6. Parce que... En 6 ans? Ouais, on aime on a envie de faire bouger les lignes de notre secteur sur tous les domaines. Et pour répondre un peu à ton introduction et à ce que tu disais, le plus important, et c'est ce qui nous anime au quotidien, nous et les équipes, c'est la curiosité. Il n'y a pas une journée qui passe sans que on se nourrisse pas les uns les autres de nouveaux concepts qu'on a ouverts dans le monde, pas forcément d'ailleurs juste dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. On essaie d'être le plus ouvert possible sur tous les secteurs. Par exemple, c'est quoi le dernier concept hors restauration hôtellerie qui t'a inspiré pour un projet d'hôtel? Si tu en as en tête. Est-ce que j'en ai en tête J'en ai pas forcément qui vient en tête, c'est beaucoup, on a une DA qui est incroyable et qui nous nourrit beaucoup de ces choses-là, qui voyagent. En tout cas, ce qui nous nourrit beaucoup, c'est les voyages. Et ça, on encourage toujours tous nos clients et nos équipes à le faire, c'est dès que vous pouvez, sortez de vos établissements. Mais on pourrait le dire d'ailleurs même aux compteurs, voyez ce que font les autres. Et nous, dès qu'on peut, on prend notre valise et on va voir en France ou à l'étranger, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est dans la tendance, qu'est-ce que les voyageurs attendent. Et quelquefois, il n'y a pas de honte à proposer ce que les meilleurs ont déjà fait. Et donc, ça répond un peu à cette question de comment tu arrives à faire un concept et ensuite à en faire 100 autres. Les 100 vont être différents. Parce que ton client est différent, les contraintes qu'on te donne sont différentes, le budget est évidemment différent, l'emplacement est différent, et les époques sont différentes. Quoi, je veux dire, il s'est passé déjà pour nous tellement de choses en 10 ans. C'est incroyable. Et quand Leslie a créé la boîte initialement, on parlait à peine de restauration dans les hôtels. C'était encore un terme qui faisait peur, qui faisait fuir. Aucun hôtelier ne voulait faire de la restauration. Aujourd'hui, les meilleurs hôtels ont les meilleurs restaurants.
Là, le laps de temps entre les deux, quand Leslie a commencé et aujourd'hui, c'est quoi, il y a 10 ans? 10 ans, ouais. C'est à la fois beaucoup et pas énormément dans ce secteur-là où t'as de l'infrastructure à gérer quand même. Et aussi, la France, quelquefois, particulièrement, a un train de retard par rapport à ses voisins européens. Je pense ne serait-ce qu'européens. Ouais, rien qu'européens. L'Espagne, l'Angleterre, Amsterdam, qui est un super laboratoire, et encore plus en retard par rapport aux Américains et aujourd'hui l'Asie qui est en train presque de nous doubler. Donc, et on y va moins souvent qu'avant le Covid, mais dès qu'on peut, on va aux États-Unis. C'est pour nous à chaque fois on s'en prend plein la vue. Et c'est là-bas où on arrive à un temps déconnecté, se reposer les bonnes questions sur notre société, sur les projets qu'on a en cours et de revenir dans nos bagages avec plein d'idées. Donc en gros, c'est quoi? Vous prenez le sac à dos, vous prenez la valise. New York, j'imagine? Pas forcément. New York, Miami ou d'autres, Portland. Et là, vous restez 2-3 jours, vous visitez des hôtels, vous vous posez. Ouais. Et t'arrives à se trouver ce temps-là dans ton temps d'entrepreneuriat? En tout cas, on se l'impose. Parce que c'est la légitimité de notre boîte. Si demain, on arrête de voyager, qu'on arrête de s'intéresser au monde extérieur, on est foutu. Et en fait, on sera plus que des gens qui font des choses qu'ils aiment. Et c'est pas du tout notre ADN. Nous, on n'est pas dans le j'aime pas. On est là pour créer des concepts ou des projets qui se basent sur de la data concrète, sur les attentes des voyageurs. On n'arrête pas de décortiquer plein de rapports pour qui sont les générations, qu'est-ce qu'elles attendent. Et le fait de voir aussi des choses et de voir si elles fonctionnent ou pas nous permettent aussi de nous alimenter. J'ai 8 millions de questions. Je veux juste alors, 2 trucs qui m'intéressent énormément. On reviendra sur la genèse de la boîte, mais tu me dis la France est en retard. Alors, je m'y attendais à ce que tu me le dises par rapport aux États-Unis, mais alors l'Europe, moins. Ça et la connaissance des générations, j'aimerais que tu m'en dises un peu. Pourtant, on nous dit la France première destination. Alors, c'est peut-être d'ailleurs pour ça. Première destination européenne de touristes. Moi, je m'attends du coup à un service, en tout cas, qu'on soit parmi les meilleurs. Et toi, tu me dis finalement pas tant que ça. On vit beaucoup sur nos acquis, en fait. Et on est un secteur très chauvin. Le secteur de l'hôtellerie-restauration est très chauvin en France. C'est très différent dans les pays anglo-saxons. On manque souvent de s'inspirer de l'aérien, par exemple, où les évolutions sont incroyables depuis des années, mais même depuis plusieurs décennies. Où aujourd'hui, on peut être critique là-dessus, mais il y a eu l'ubérisation de notre société qui a rendu les choses tellement simples. Et aujourd'hui, notre secteur, c'est peut-être le secteur le moins flexible de ce qu'on connaît. C'est hyper paradoxal parce que tu te dis c'est que de la tendance finalement. C'est que de la tendance, mais en fait, même dans les établissements les plus luxueux, si tu demandes assez simplement peut-être à boire un verre en dehors des horaires d'ouverture d'un point de vente ou d'un autre, on va te fermer la porte. Et donc nous, c'est un peu notre motto. On essaie vraiment de faire évoluer toutes ces questions-là pour en fait qu'il y ait un alignement entre les attentes des clients, des voyageurs et l'offre. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. Ah ouais, alors c'est-à-dire que aujourd'hui, tu l'as en termes d'attente, qu'est-ce qui a bougé un peu ces dernières années et à quoi doivent s'attendre les hôteliers justement pour pas prendre le train trop en retard? Je leur dis, mais la flexibilité pour nous c'est un essentiel, vraiment. Les gens ne supportent plus. Alors on peut dire non, c'est pas le sujet, mais il y a des fois où on dit non pour des choses qui sont tellement on idiotes. Dit non pour dire non. Exactement. Et donc pour moi c'est le point numéro 1. Ensuite je sais pas si c'est la flexibilité. En tout cas, aujourd'hui encore, dans tellement d'établissements, on est obligé d'attendre quelquefois 20 minutes pour avoir sa clé de chambre, alors qu'en fait, on est capable aujourd'hui d'avoir un taxi en 2 minutes et qu'il soit réglé. Donc, nous, en fait, on réfléchit à toutes ces questions-là, on regarde toute la techno qui est utilisée par tous les secteurs,
où il y a une relation avec le client pour voir qu'est-ce qu'on peut importer et plugger dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Et ce qui nous permet aussi de travailler dans des secteurs connexes pour des marques type LVMH ou autres, qui nous permettent en fait aussi de sortir de notre zone de confort dans notre secteur et d'aller voir d'autres marques et de les accompagner, elles, en leur permettant d'avoir aussi notre vision de l'hospitalité. Donc en fait, c'est même pas que le concept de l'hôtel. Tu vas chercher le moindre fonctionnement, jusqu'au tout plus petit niveau de service, c'est tout en fait. Ce que tu gères, c'est pas que l'aspect qui se voit. On n'est pas du tout une boîte de branding. On sait en faire et on en fait. On a dans nos sociétés un studio créatif qui nous permet de mettre en musique tout ça et de faire du beau. Nous, ce qui nous importe le plus, c'est que ça fonctionne et qu'on apporte une rentabilité. Mais souvent, on se considère comme des bureaux d'études et on n'est pas une agence de branding, et donc on va s'intéresser à tous les sujets du client final, son expérience, son parcours client, ce qu'on appelle sa customer journey, c'est qu'est-ce qui se passe à partir du moment où ton client il s'intéresse à toi, il réserve chez toi et il en part. Et qu'est-ce qui va se passer dans toutes les minutes qui va passer chez toi. Tu peux m'en dire là un petit peu qu'est-ce qui a changé par exemple depuis ces 4-5 dernières années? Tu dis la flexibilité. Est-ce qu'il y a une exigence de nouveauté qui est plus forte? Est-ce qu'au contraire, ou alors on a envie d'être de moins en moins en sollicitation avec l'hôtelier? Au contraire, beaucoup plus? Alors, ça a malheureusement pas énormément changé ces dernières années. Ce qui a énormément changé, par contre, c'est le produit. C'est qu'aujourd'hui, il y a presque autant de produits qu'il y a d'envie. C'est-à-dire que tu vas trouver des marques d'hôtels où tu croises assez peu l'hôtelier, mais qui conviennent tout à fait à une clientèle qui veut juste arriver, dormir, manger et repartir. Et tu as aussi des produits d'hôtel qu'on appelle plus lifestyle, où là, tu vas avoir plaisir presque à rester dans l'hôtel, dans les parties communes, tout au long de ton séjour. Parce que il y a des marques comme Hoxton, maintenant il y a énorme Standard Hotel, des marques exceptionnelles qui permettent d'offrir ça à leurs clients. Et qui sont devenus des lieux de vie, même pour des clients qui n'ont pas de chambre à l'hôtel, mais où en fait t'as envie d'y rester, t'as envie d'y bosser, de manger, de faire tous tes rendez-vous business. Et t'as un peu cette notion de pleasure, où en fait tu vas en tant que business dans ces hôtels la semaine et t'as envie d'y retourner avec ta famille pendant les week-ends ou les vacances. Ça m'étonne pas, ça. Je voyais une étude d'une boîte qui disait que justement, finalement, le taux d'occupation d'un restaurant, des lieux de commun ou même des spas dans les hôtels, c'était finalement rien du tout, quoi. Donc, non, c'est toute la clé aujourd'hui. C'est d'arriver à faire des restaurants qui ne sont pas des restaurants d'hôtel et donc qui ont presque leur propre entrée, leur propre identité et de faire en sorte qu'on arrive à générer du chiffre d'affaires qui arrive de l'extérieur et non pas de juste compter sur ses chambres au-dessus. Tu vois, prenons un exemple qui est proche de chez nous et je crois que c'est vous qui l'avez fait, donc c'est génial. Donc nous on est à Bordeaux, c'est le Gina dans l'hôtel. D'ailleurs, j'ai perdu le nom de l'hôtel. Renaissance. Ouais, Renaissance. Donc, tout va très bien ensemble, mais c'est vraiment deux lieux à part, quoi. Alors nous, on a travaillé main dans la main avec le designer de l'hôtel et nous, on s'est intéressé au restaurant de cet hôtel qui est devenu maintenant un des top restaurants, je crois, de la place bordelaise et en occupation aussi. Et qui est pas considéré du tout comme le resto de l'hôtel. Donc exactement. C'est intéressant ce que tu dis. Et on parlait justement l'autre jour avec notre client qui est propriétaire de cet hôtel, qui disait qu'aujourd'hui on ne dit pas je vais au Renaissance, mais je vais chez Gina. Mais oui. Et pour nous, tiens, c'est génial, c'est un pari réussi. Parce qu'en plus, tu disais, nous, on a commencé au début, Leslie faisait ses concepts de resto, et aujourd'hui, c'est presque plus c'est votre cœur de métier, mais c'est plus du tout la seule. C'est plus du tout la seule. Ouais. C'est souvent notre porte d'entrée de montrer qu'on sait créer ces lieux-là. Mais moi, avec mon parcours très hôtelier, de comprendre le fonctionnement d'un hôtel, en fait, on a associé nos savoir-faire pour finalement avoir quelque chose d'assez complet quand on rencontre nos clients ou nos prospects, avec cette possibilité soit juste de penser au restaurant, soit juste l'hôtel,
ou les deux, et c'est génial d'aller sur des choses très cohérentes dans l'ensemble. Il te faut combien de temps entre un projet de base où t'en es sur les prémices et là où tu vois vraiment les premiers éléments? Bah, ça dépend. Quand on est dans un repositionnement, ça peut aller très vite. En 6 mois, c'est fait. Quand on est dans une rénovation, on va être plutôt sur du 12 à 18 mois, et une construction nouvelle, on va être en 18 mois, tu vois. 18 mois de construction nouvelle? Ouais. Ça me paraît pas si énorme que ça. Alors, ça va être le temps des travaux, effectivement. On va avoir une phase d'abord de projet et de toute une réflexion qui va arriver en amont. Et ça m'intéresse de revenir sur le parcours, parce que on en parlait un petit peu aussi tout à l'heure, mais finalement, il n'y a pas de hasard là. Même la manière dont vous êtes rencontrés avec Leslie, ce que vous faites aujourd'hui, c'est pas de la chance et c'est pas du hasard, parce que je pense qu'il y a une construction et qui te crée des différences au fur et à mesure de ton parcours de vie, ce qui fait que tu crées ton agence, ton bureau d'études, ta boîte, qui finalement est à la croisée à la fois de tes passions et de tes compétences distinctives, et personne presque ne peut te copier. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire, mais pas parce que c'est presque une volonté, c'est parce que c'est les compétences naturelles et les passions. J'ai l'impression que c'est la même chose pour toi. On a des concurrents, mais on se rend compte qu'on a chacun notre positionnement. Triple B, les 3 B veulent dire Bold, Badass, Beautiful. Et c'est vraiment ce qui nous caractérise aujourd'hui. On s'appelait avant Pitaya Group, on a changé ça pour assumer pleinement qui on était et notre identité. Bold, audacieux, badass, couillu, beautiful, après, faire des belles choses. Merveilleux, mais badass, c'est génial. Et en fait aussi, d'avoir assumé cette identité et qui on était finalement depuis 10 ans, ça nous a aussi ouvert des portes à l'international parce que c'est aujourd'hui aussi ce que recherchent les gens. Quelquefois en France, on est un peu frileux on manque quelquefois un tout petit peu d'audace dans certains projets. Ok, ouais, je suis d'accord. Parce que pour plein de raisons, et je pense que l'investisseur français est comme ça, c'est ce qui le caractérise. On a besoin d'être rassuré, on a besoin de partir sur des marques qu'on connaisse. Sauf que nous, le constat qu'on fait maintenant depuis pas mal d'années, c'est que quand il y a un produit génial qui arrive en France, il arrive de l'étranger. On crée rien, nous. On crée pas de concept. Celui qui a réussi aujourd'hui à créer des choses, c'est Trigano avec Mama Shelter et des marques comme ça. Mais oui. Il avait déjà créé Club Med. C'était lui, hein. Il recrée Mama Shelter. Ouais. Et donc, ça, c'est des vrais entrepreneurs et qui permettent de changer le visage de notre secteur. Et nous, on essaie, avec nos petites mains et notre équipe, à accompagner ces changements-là. On a travaillé pendant 4 ans sur la création d'une nouvelle marque qui s'appelle Wanderlust, pour aussi un peu, comment on dit, pas rajeunir, c'est pas le terme, mais rapprocher effectivement l'offre et la demande, avoir quelque chose de plus cohérent dans une hôtellerie, nous qu'on dit économique, qui a peu évolué ces 20-30 dernières années, même s'il y a des produits aujourd'hui qui sont très bien, mais surtout avec des générations qui arrivent, sans parler même des plus jeunes, mais des personnes qui ont 30, 40, 50 ans. Ouais, des jeunes encore, des jeunes. Des jeunes. Et qui se disent, est-ce que vraiment j'ai envie de dormir dans ces hôtels de bord de route où j'ai l'impression que je vais me faire assassiner, tu vois? Donc, et voilà. Alors, d'ailleurs, tu me dis si je le comprends bien. Donc, la marque, anciennement Pitaya Group, qui est devenue Triple B, où là, vous accompagnez des fonds d'investissement, des grandes marques hôtelières, etc., dans le concept même la rentabilité, etc. À la fois que l'hôtellerie, la restauration, les deux en même temps. Mm-hmm. Et du coup, c'est marrant parce que ça me fait penser à notre histoire à nous aussi, les compteurs. Et du coup, tu t'es dit, attends, mais attendez, pourquoi faire ça que pour les autres? On va se le faire pour nous, pour montrer que c'est réalisable, en fait. Exactement. Et donc c'est Wanderlust. Si tu peux m'en raconter la genèse, parce que entre la théorie et la pratique, c'est un monde, tu me diras d'ailleurs, entre dire penser les hôtels et là investir avec ton propre argent et vraiment t'as pas la main dans les ciments, mais presque quoi.
Raconte-moi un peu tout ça, parce que c'est... La genèse, c'est d'abord la rencontre avec mon associé Leslie Jones, où là, en fait, quand on s'est rencontrés, on a d'abord travaillé ensemble, et lorsque je lui ai dit « il faut qu'on s'associe », c'était pas pour créer une boîte de conseils, c'était pour créer... C'était ça la base d'idée, ok. Une marque d'hôtel. Et donc, l'histoire, elle est partie de là. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut créer une marque d'hôtel ? Pour créer quelque chose, il faut de l'argent. Comment est-ce qu'on fait de l'argent ? Et là, on s'est dit, toi, tu as déjà créé la pratique restauration pour les hôteliers. Maintenant, on va accompagner aussi ces mêmes hôteliers qui venaient aussi nous poser la question. Je suis dans un centre-ville, par exemple à Bordeaux. Est-ce que je dois aller chercher une marque internationale ou est-ce que, comme mon emplacement me le permet, je peux être indépendant ? Et donc, on a aidé comme ça des groupes hôteliers et des fonds d'investissement, des fonds d'investissement et des propriétaires d'hôtels, à créer leur propre marque. Donc ça nous a permis de générer du cash et on réinvestissait tout dans cette création de marque Wanderlust. Et Wanderlust, on a utilisé exactement la méthode qu'on utilise avec nos clients, c'est qu'est-ce qu'on doit faire comme produit pour intéresser une cible clientèle, où est-ce qu'il y a un gap, où est-ce qu'il manque quelque chose. Et toi, c'était l'économique. On a fait toute une étude de marché, on a étudié avec notre équipe, et il s'était proposé à nous à peu près 2-3 secteurs. Mais à chaque fois, le point commun, c'est 2-3 idées. À chaque fois, le point commun, c'était l'économique. Et donc, on s'est dit, et on n'y aurait pas pensé avant. Hein. On aurait pu se dire, allez, les gars, on va se faire plutôt une marque légère, on va s'éclater, bord de mer, cool, etc. Et en fait, on s'est dit, là où il faut qu'on aille, c'est sur ce secteur économique. Et après, pareil, toute la même méthode qu'on a avec nos clients. On a créé un concept, on a modélisé cet hôtel, quel que soit l'emplacement où on est, quels que soient les murs qu'on nous donne, etc. Et donc, Wanderlust est né. Ça, c'était en plein Covid, donc autant te dire que en sortie de Covid, très difficile de trouver des investisseurs prêts à investir dans une nouvelle marque. Et finalement, un fonds d'investissement qu'on connaissait très bien nous passe un coup de fil et nous dit « Tiens, j'ai un hôtel à vendre, c'est exactement ce qu'il vous faut pour votre marque. Emplacement, look and feel de l'hôtel, bingo, on monte un tour de table avec Leslie, on arrive à trouver des investisseurs et on a réussi à faire notre proof of concept et montrer que cette marque Wanderlust, elle existe, elle fonctionne. Et c'était pas que du design, on avait imaginé tout un parcours client, on avait été des heures et des heures dans des Starbucks pour comprendre comment fonctionnait le fonctionnement d'un Starbucks, parce qu'on voulait que au sein de notre établissement, la réception ne soit pas une réception, mais beaucoup plus un coffee shop qui te permet de récupérer ta clé ou d'acheter une clé en même temps que d'acheter un café latte. Et donc voilà. Et on a bossé pendant 4 ans à développer cette marque, point par point, jusqu'au moindre détail, jusqu'à la petite cuillère, jusqu'à tout ce que le client va trouver dans son parcours client. Incroyable. Tu disais, on avait 2-3 idées qui s'offraient à nous, toujours l'économique. Tu te souviens un peu les 3 ? Il y en avait une où, en fait, aujourd'hui, en France, il y a une hôtellerie qui existe et qui, malheureusement, va mal. C'est cette hôtellerie un peu tous ces propriétaires indépendants qui ont des auberges, appelons ça l'auberge, tu vois, qui sont en bord de route, hôtels, restaurants. Malheureusement, la plupart ont peu de chambres. Et je pense qu'on s'était dit, est-ce qu'il n'y a pas une idée à trouver ? Et le personnage qui nous avait inspiré sur cette marque-là, c'était Chirac. Tu vois, on avait eu toute une bande d'images avec lui qui saute au-dessus des trucs du métro, lui qui fumait une clope dans un resto, etc. Allongé dans l'avion. Et donc, pour ce projet-là, c'était pas Wanderlust, c'était Chirac. Ah oui, et le troisième, merci, il me revient, ça s'appelait Lighthouse. Et c'était d'imaginer une marque blanche pour, pareil, un peu tous ces hôtels, mais plutôt de bord de mer, qui, malheureusement, si t'es pas à Deauville, Dinard, au Touquet
ou évidemment dans le sud de la France, cette hôtellerie est hyper vieillissante. Et donc, nous, on s'était dit, bah, attends, il y a aussi un truc à jouer parce que on va redonner un souffle à ces hôtels de bord de mer qui aujourd'hui, malheureusement, mais ne peuvent pas investir pour se rénover. Et donc, on avait essayé d'être hyper intelligent dans la manière de rénover ces établissements à un coût hyper faible pour permettre aux propriétaires d'hôtels de repartir. C'est possible, ça, je les vois très bien, les hôtels dont tu parles. Tu vois bien que la chambre sent un peu la naphtaline, mais pour un moindre coût, il est possible de revoir la copie, avoir un nouvel établissement sans devoir tout casser? En fait, c'est l'intelligence qu'on essaie de mettre, alors à la fois chez Triple B, et on a créé une autre société qui s'appelle No Name, qui est une société d'architecture d'intérieur. Et en fait, là aussi, on se considère quelquefois comme un BET design, dans le sens où on va toujours essayer de mettre de l'intelligence dans les projets et de répondre à la contrainte. Si on nous dit, les gars, j'ai pas un bal pour rénover mon établissement, en tout cas, j'ai peu, mais j'aimerais bien rehausser la chose. Comment est-ce que vous pouvez m'aider? Et nous, en fait, on va, pareil, mettre nos cerveaux en marche et se dire, OK, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire à moindre coût pour rénover des établissements? Mais on le fait aujourd'hui aussi pour des hôtels économiques, on le fait aussi pour des hôtels 4 étoiles, parce qu'aujourd'hui, tous les propriétaires d'hôtels cherchent à dépenser de l'argent intelligemment aussi, tu vois, et à ne plus mettre des fortunes et des fortunes dans des honoraires de designers et dans des matériaux qui coûtent une fortune, alors que finalement aujourd'hui il existe des choses qui sont géniales. Quelquefois juste un coup de peinture suffit à redonner, ou là je vois autour de nous des artworks, quoi. En fait, il y a tellement de solutions qui permettent de redonner vie à un établissement qui jusqu'à maintenant était en train de péricliter, et même et d'ajouter un peu de DA, et on y est, quoi. Et toi, Wanderlust, c'était ça, c'était de dire, on va, parce que économique, donc à moindre frais, des hôtels Exactement. Avec des emplacements premium ou pas forcément même? Non, pas forcément. En fait, nous, notre cahier des charges, c'est qu'on ne devait pas dépenser plus de X milliers d'euros, donc très peu en hôtellerie économique quand on rénove un hôtel. Par chambre ou de manière générale? Par chambre. Tu les as, les ratios, à peu près, par curiosité? Enfin, pas forcément de Wanderlust, mais de manière générale. Non, honnêtement, je les ai pas en tête et je voudrais pas dire de bêtises vu que tu es enregistré. Mais je pourrais, je te les donnerai. Donc nous, notre promesse, c'était de dire, OK, on rentre dans l'enveloppe d'une rénovation d'un hôtel économique 2-3 étoiles et on vous fait cette transformation en 90 jours. En plus. En plus. 4, ok. En fait, on était tellement préparé en amont sur cette marque et on l'avait tellement bien modélisé aux côtés de notre nouvel investisseur qui s'appelle Julien sur la partie design, que le jour où on a eu les clés de l'actif, on a été capable tout de suite de faire une chambre témoin, de chiffrer tout le projet et de lancer les travaux. Là, en 90 jours, tu transformais une vieille réception en Starbucks et tu rénovais toutes les chambres avec ta marque Wanderlust. Ouais. C'était un pari qu'on s'était donné et qu'on a fait. Et qui a fonctionné. Ouais. C'est quoi le plus important quand tu as un petit hôtel? Enfin, il faut plus miser sur le concept, la déco, la réception, le service en plus. Tu vas me dire un peu de tout, mais quand En fait, nous, on dit souvent un truc... on a beaucoup d'anglicisme, mais tu vois, on dit souvent le no compromise. C'est en fait, les gars, si vous voulez que votre hôtel fonctionne, votre restaurant fonctionne, votre marque fonctionne, faites les choses de bout en bout. Hier soir, je dînais dans un restaurant qui était très bien. Le design était hollandais, la carte était marocaine et la musique était, je pense, des années 80. Donc, j'ai très bien mangé, le lieu était cool, la musique était sympa, mais tu te dis, putain, les gars, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous pouvez pas trouver une cohérence dans l'ensemble? Et nous, on se bat pour ça dans tous les projets qu'on mène, c'est regarder tout de A à Z, du digital, du produit, de la musique, de l'art de la table, de les people.
pourquoi tu les habilles comme ça? Pourquoi est-ce que ils te disent tu? Pourquoi est-ce que ils te disent vous? Pourquoi est-ce qu'ils sont familiers? Pourquoi est-ce qu'ils prennent une distance? En fait, c'est ce puzzle qui va faire que si chaque chose est bien construite, ça marche. Par contre, d'aller dans quelque chose de bancal, où finalement t'as un des ingrédients qui va pas, ta mayonnaise elle est dégueulasse. Et elle prend pas d'ailleurs. Voilà, et elle prend pas. Et c'est quoi qui est le plus souvent mis de côté d'ailleurs dans tous les projets que tu repères? En tout cas la plupart. C'est le client final. C'est-à-dire? En fait, on oublie souvent qu'à la fin, on a un client à servir. Et souvent, on s'intéresse trop aux contraintes opérationnelles, à l'hôtelier, au staff. Et tu te dis, mais et ton client final, qu'est-ce qu'il attend? Ou qu'est-ce qu'il attendait? Est-ce que vraiment, là, ce que tu as fait là, il l'attendait? Est-ce que tu trouves pas que dans tout ce que vous avez imaginé, il manque pas quelque chose? Tu vois, il manque souvent, en fait, souvent, chaque point peuvent être très bien maîtrisés, mais quand tu les mélanges, ça prend pas, quoi. Ça marche pas. Mais c'est vraiment la même analogie de ce qu'on fait à l'agence, hein. Tu vois, nous, agence de com dans le secteur du tourisme, le branding, c'est pas qu'une histoire de ça te paraît d'une évidence ce que je dis, mais le branding n'est pas qu'une histoire de logo, pas qu'une histoire de brochure, de site web, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a évolué comme ça à l'agence, pour pouvoir accompagner en branding de A à Z, parce que si tu fais qu'un morceau, alors c'est beau, mais ça ne fait pas la pièce du puzzle entièrement, quoi. Et on est beaucoup dans des études de faisabilité pour les fonds, les groupes hôteliers, parce qu'en fait, on se pose les bonnes questions, à la fois par rapport à la data, ce qu'on disait tout à l'heure, les attentes des voyageurs, et on va être capable à un instant T de dire sur un projet, bah là, vous devriez plutôt faire ça que ça, parce que ça, finalement, personne en a besoin autour. Toi, ça te fait plaisir, mais en fait, tu coches pas les cases. Et donc, on va aider les porteurs de projets dans toute cette réflexion. C'est ce qu'on appelle de la stratégie aussi, tu vois, qu'on fait beaucoup. On mixe toute la data qui est à notre disposition, y compris l'environnement, et en découle 2-3 idées. Les 3 vont pas forcément plaire, mais les 3 doivent fonctionner. Parce qu'elles se basent sur quelque chose de concret. À chaque fois, tu proposes plusieurs idées de concept en fonction de toute la donnée que tu as récupérée, entre guillemets, du brief de ton fond. Toujours, on veut donner le choix à notre client à nous, parce que c'est quand même lui qui décide. Et ça permet quelquefois d'en valoriser un par rapport à un autre. On connaît aussi ça. Où on a le petit troisième qui est un peu foufou, où on se dit... il le fera jamais. Et puis finalement, on a eu des rendez-vous étonnants comme ça, où tu proposes 3 idées, une qui est un peu plus confortable, une deuxième, et puis le troisième qui est un peu fou. Et puis même toi, tu sais pas si c'est vraiment viable, et finalement, bah, le porteur de projet, alors peut-être qu'il va pas choisir l'idée la plus folle, quelquefois il l'a choisi, mais il va se dire, ok, je peux peut-être pas aller jusque là, mais finalement celle du milieu, elle est quand même top. C'est quoi la tendance du marché aujourd'hui? C'est à se rassurer, concept 1, où là tout le monde veut un peu casser les codes, concept 3, s'il y a une généralité, hein. Ça va vraiment dépendre des acteurs qu'on a en face de nous. Et ce qu'on disait un peu tout à l'heure de leur typologie. Il y a des gens tu as des investisseurs qui sont là pour ouvrir des hôtels, augmenter leur nombre, et on va aussi avoir des porteurs de projets plus atypiques, ça va peut-être être leur seul projet, ou leur marque d'hôtel. Donc on parle de plusieurs hôtels. Et eux vont nous demander d'être beaucoup plus innovants et audacieux dans ce qu'on va leur proposer. Et donc on a vraiment toutes ces typologies. Ça n'empêche que sur un projet qui va être plus classique, on va toujours y apporter cette dose de badass qui fait du bien et qui va permettre de se démarquer par rapport à ton voisin. Et tu as des références là que tu peux nommer, juste pour qu'on voit un peu les hôtels, qu'on ferme les yeux et qu'on se les imagine, un peu connus du grand public, ou de nous, ce qu'on a fait. Écoute, dans ce qu'on a fait, par exemple, on a ouvert une marque qui s'appelle Urbanive, qui est à Milan. On attend les prochains à Rome, à Paris.
et en Pas Grèce. Pas que français en plus, donc c'est beau ça. Comment ? Tu dis pas que français. Pas que français, ouais. Bah, il y a le Gina, on espère que d'autres vont sortir et c'est probablement dans le projet. Il y a pas mal de projets confidentiels sur lesquels on est en ce moment qu'on peut difficilement évoquer. C'est horrible ça. Mais c'est là où on s'amuse beaucoup parce que, en fait, on s'éclate à la fois sur de l'hôtellerie éco et on va travailler aussi sur de l'ultra-luxe. Donc on s'adresse pas aux mêmes clients. On a créé une marque qui s'appelle Stone qui nous permet de s'adresser que à ce marché ultra-luxe. À chaque fois, on est dans des projets ultra confidentiels et dans des données de marché qui sont folles. Mais ça permet de jongler d'un projet qui va être fou à un autre projet qui va être plus sur du segment mid-scale, mais de s'amuser dans la création d'une marque d'hôtel. Et pour nous, c'est magique parce que demain, là, on espère que dans les années qui viennent, il va y en avoir plein et c'est l'objectif du fonds d'investissement. Et ça, pour nous, c'est génial. Tu vois, cette fourchette. Et c'est quoi le plus... Alors, tu vas me dire, tu me dis, il y a des avantages dans les deux, mais c'est plus amusant quand tu es dans le luxe. Alors moi, j'imagine avec peut-être plus de liberté de création, etc. Mais finalement, tu vas peut-être en faire 1, 2, ou alors justement créer ces marques où tu vas pouvoir les dupliquer, les scaler un peu plus. Honnêtement, les deux sont passionnants parce qu'il y en a celui dans l'ultra luxe. En fait, tu t'éclates sur des choses tellement folles. Mais finalement, ne nous détrompons pas. Celui qui paye tout en haut, il a besoin de rentabilité et que ça fonctionne. Donc, on est là, nous, et on bouffe des business plans aussi à longueur de journée. On est là pour faire que ça fonctionne et que le client qui est tout en haut, il soit très content et que le client final aussi soit content. La création d'une marque, c'est un processus qui est quand même assez différent parce que on est sur la duplicabilité. Et donc, moi, ce que j'adore, c'est cette notion de modélisation. Et moi, j'adore ça parce qu'en fait, tu dois imaginer un produit qui va te permettre d'être dans des actifs qui ont peut-être 150 chambres, 200 chambres, 80 chambres, d'avoir des rez-de-chaussée qui sont très grands, peut-être certains plus petits, dans des centres-villes, dans du périurbain. Et là, en fait, tu mets en branle ton intelligence pour te dire, OK, les gars, la marque qu'on va créer, il faut qu'elle soit reconnue quel que soit l'endroit où elle est, mais il faut aussi qu'on arrive à la plugger. Plug and play dans les hôtels qu'on nous donne. Ouais, parce que toi, tu hérites des murs. Même si ton concept se duplique, tu n'as pas le choix que de faire avec, on ne peut jamais vraiment revoir tout le bâtiment. Comment dire? Non, on a des contraintes. Soit, effectivement, on nous dit, vous avez ce bâtiment, c'est votre coque, vous faites ce que vous voulez à l'intérieur, on va pouvoir s'amuser. C'est rare. Oui, parce que t'as les murs porteurs, etc. Donc, nous, c'est ce qui nous anime, tu vois. C'est cette contrainte, c'est de bosser avec des architectes, avec des AMO, avec des bureaux d'études, des maîtres d'œuvre, et en fait, de se retrouver toutes les semaines, tous autour de la table, et de trouver des solutions, sans jamais perdre le fil rouge qu'on s'est donné avec le client, parce que t'as toujours, lorsqu'il y a des arbitrages, chacun tourne la couverture vers soi, c'est insupportable. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on nous prend en project manager, c'est OK, c'est quoi le fil rouge? Les gars, on l'a tous validé, donc maintenant on le suit et on bouge pas à droite à gauche, sinon on en revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure. À la fin, sinon la sauce, elle prend pas. Et toi, quel type de cerveau compose ta team? C'est alors peut-être pas des designers chez Triple B. Chez Triple B, il y a de tout. Il y a des gens qui sont créatifs, il y a des gens qui sont beaucoup plus financiers, il y a des gens qui sont beaucoup plus des project managers qui vont aimer aller sur le terrain, mordre de la poussière, trouver des solutions avec les architectes, etc. Et en fait, tous ces profils mis ensemble, c'est comme ça qu'on arrive à sortir des projets incroyables. Parce que tout le monde a des sensibilités très différentes. Moi, je suis très différent de Leslie. On dit que les opposés s'attirent, mais on
moi, je suis un matheux. Leslie, elle est très créative et elle sait exactement comment fonctionne un restaurant. Moi, 10 ans après, je maîtrise beaucoup moins la question qu'elle. Et donc voilà, on arrive les uns et les autres à se tirer vers le haut, à se challenger dans les idées qu'on porte, et aussi avec nos clients, parce qu'on bosse aussi avec eux, tu vois. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des projets audacieux. Donc ça, c'est plus la partie donc Triple B, où on t'accompagne sur la faisabilité, le concept, etc. Et tu me disais tout à l'heure aussi, on a créé un studio, alors graphique, non, un studio un studio design. Design, ouais. Architecture d'intérieur. Parce que ça, c'est ce que vous avez fait sur Wanderlust, d'imaginer jusqu'à la cuillère, mais c'est pas ce que vous faites forcément avec Triple B au quotidien. En fait, ce qu'on a fait pour Wanderlust, on le fait pour nos autres clients. Si ce n'est que là, effectivement, une nouvelle corde qu'on a ajoutée à notre arc, c'est No Name. C'est ce BET design ou ce studio design qui nous permet maintenant de faire du beau sur du pratique. Ah, c'est malin. Et c'est pour ça qu'on s'est associé avec Julien, qui est architecte d'intérieur, talentueux et avec qui on a fait avant pas mal de projets, dont Wanderlust. Et en fait, il manquait un peu cette corde à notre arc, mais on voulait pas que ça fasse partie de Triple B. C'est un métier différent. On peut s'adresser aux mêmes clients, mais pour plus de lisibilité, c'était important pour nous d'avoir deux structures différentes, et surtout sur No Name, on a avec nous un sachant qui est Julien. Et là, sur le design d'intérieur, donc c'est du plan, c'est de la conception. Vous allez jusqu'à concevoir de l'objet ? C'est l'objectif. On en parlait d'ailleurs cette semaine. On n'est pas juste là. Alors oui, évidemment, quoi. Là, on s'éclate à rénover des hôtels. À la fois à Paris et en province. On espère là en décrocher à l'international, mais on est ouvert. La structure est ouverte que depuis juillet. Ce qui était magique, c'est qu'on a pu réutiliser, s'adresser aux clients de Triple B. L'objet, ça va faire partie on va dire, d'un temps 2, où on va tout faire pour créer des objets, parce que d'abord ça nous éclate. Et puis parce que on veut aussi apposer notre marque. Et des objets toujours de l'hôtellerie ou même que le grand public pourra posséder ? Oh, plutôt du grand public. Donc éditeur de design, quoi, quasi. Ouais, et puis tu vois, on en parlait l'autre jour, tu vois, c'est de trouver des collabs qui peuvent être plutôt intéressantes. À un moment, tu avais un designer qui avait fait une collab avec Monoprix. Quoi, une fois de plus, j'ai essayé d'acheter ses produits, impossible. Hein. Alex Chay, c'est ça ? Ouais, peut-être, ouais. Mais tu vois, en fait, on a cette simplicité Triple B, No Name, et le motto de No Name, c'est Great Design, Low Ego. Ah, et tu vois, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Non, mais tu vois, c'est exactement. Et tu vois, demain, si on devait faire une collab, on n'a pas besoin d'avoir un truc waouh, etc. Quoi. Je trouve que si on arrive à toucher du grand public, c'est génial. Ah, mais je suis d'accord. Bah, c'est ce qu'a fait Monoprix, donc avec Alex Chay qui avait fait une magnifique lampe là, qui tournoie. Mais bon, bah, en termes de tarifs, le grand public peut pas trop se l'approprier. Ils ont fait une collab il a édité certains produits. Je crois que il le met le lundi à 9h02, il n'y a plus rien, quoi. C'est excellent. Donc là, ça veut dire que vous créeriez des produits grand public que vous utiliseriez dans les hôtels. Ou pas. Ou pas, d'ailleurs. Quoi, tu vois, ou pas. Ça peut être un projet dans le projet. Tant mieux si demain, en fait, pour un hôtel, on a besoin de créer un objet parce que le projet le nécessite et que finalement, comme on n'a pas trouvé dans les catalogues ce qu'il nous fallait de créer avec Julien et Leslie un nouveau produit. Mais c'est pas encore, pour l'instant, on est aux prémices, tu vois, de ce... Juillet, on est, voilà, c'est ça. Même pas décembre. On est même pas au mois de décembre. Mais bon, on passe notre temps, tu vois, ça bouge tout le temps, quoi. Et parce que là, quand tu crées la direction artistique d'un hôtel dur, c'est quand tu pars d'une feuille blanche. Là, les 4-5 projets que vous avez, c'est quoi? C'est de l'ultra luxe, t'as un petit peu de tout, c'est du... En ce moment, on est en train de rénover 2 établissements à Chamonix. On est en train de travailler sur un projet ultra luxe au sud de Paris. On travaille sur la création d'une marque hôtelière, avec ce que je disais tout à l'heure, un des premiers actifs qui devrait sortir dans les prochains mois.
Non, oui, alors ça en est une autre. On bosse beaucoup sur de l'appart-hôtel. C'est un produit qui, jusqu'à maintenant, était très boudé. Parce que... Comme l'économique dont tu parlais. Exactement. Alors qu'en fait, maintenant, il existe des produits géniaux. Mais, je sais pas, quoi, dans l'inconscient des gens, appart-hôtel, c'est le vilain petit canard de l'hôtellerie. Peut-être parce que les marques actuelles ont un peu un coup. Exactement. Et comment dire, même sur de l'appart-hôtel où j'imagine que le prix est encore économique ou pas, tu me diras, on arrive encore à renouveler le style vraiment? Ouais. Ah, c'est incroyable. Mais en fait, c'est là où tu vois, notre valeur ajoutée dans les projets, elle est incroyable. Là, justement, on a travaillé sur la création d'une nouvelle marque d'appart-hôtel. Pour un groupe hôtelier qui a déjà des appart-hôtels. Et c'était pile au moment où, avec Leslie, on devait aller à New York pour un projet beaucoup plus luxe, tu vois. Donc, quand on est arrivé à New York, Leslie a dit, bon, bah, moi, je dois aller dormir dans des trucs un peu sympas. Et moi, César, je suis allé, en fait, dormir dans 3 appart-hôtels différents. Ça s'est joué au dé ou au Shifumi, la répartition? Ouais, exactement. Alors, j'ai eu des très bonnes expériences. J'en ai eu une beaucoup plus étonnante où je suis arrivé dans la chambre. J'ai appelé la réception en disant, est-ce que vous pouvez me dire où est le lit, s'il vous plaît? Ah, mais il est dans le mur, en fait, faut le descendre. Et les draps, ils sont là. J'ai dit, ok, moi, j'avais pas envie de jouer. T'as le décalage horaire, t'as pas envie de faire un Tetris le soir, etc. Et j'ai découvert une autre marque qui s'appelle Mint House, à New York, et j'en ai plusieurs aux États-Unis, où là, tu sais, tu rentres et tu dis, enfin une marque d'appart-hôtel qui a compris comment il pouvait transformer ce produit. Tu rentres, c'est confortable, t'as des artworks au mur, la cuisine, elle est animée. Il y a des recettes, il y a des ustensiles. Et on parle pas d'un produit qui était luxe, hein. C'était juste... c'est juste qu'en fait, ils avaient su, un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le no compromise, tout mis bout à bout, le truc était bien léché. Vraiment. Le truc que j'avais fait la veille, cata, tu vois. Pour la même gamme de prix en plus. Quasiment. Ouais, donc tu vois. Ouais. Quasiment. Et donc, nous, on avait créé la marque Yuna à Paris, qui a maintenant pas mal d'établissements. T'as une autre marque, mais c'est pas nous qui l'avons créée, qui s'appelle Edgar Suite, où t'as des très jolis produits, super marque. Et faut juste, en fait, on en revient à ça, c'est qu'en fait, les gars aient plus d'audace et qui sortent de leurs établissements, ou en tout cas que nous, on leur apporte toute cette data et tout ce qu'on voit et toute cette curiosité. Et vous verrez, dès que cette marque sortira, là, sera officielle, on s'en reparlera. Mais on a réussi dans les budgets de cette catégorie à faire un truc incroyable. Parce qu'on a eu un super travail d'équipe. C'était pas No Name, c'était Triple B et un autre designer. Et le client, mais c'est génial. Donc là, ça sera des nouveaux appart-hôtels qui vont se construire ou des marques qu'on connaît? Non, en fait, ça va être de la rénovation ou de la construction. Okay. Tu auras les deux. Incroyable. Donc c'est là où tu te dis, hein, je reviens à la discussion de tout à l'heure où tu dis en France, mine de rien, on a du mal à se renouveler parce que, entre guillemets, ça marchait. Mais tu es en train de me dire presque finalement, sans augmenter les gammes de prix, entre guillemets, avec de la bonne idée, on arrive à faire des choses incroyables. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut leur dire à tous nos hôteliers Ça marche aussi ce que tu dis pour les indépendants ou c'est plus dur d'ailleurs? Les indépendants, on travaille moins avec eux. Il y a beaucoup d'intuitifs personnels avec les indépendants. Et en fait, on travaille avec des indépendants, mais c'est moins notre fonds de commerce parce que c'est notre stratégie d'entreprise. Quelquefois, ils vont avoir, en tout cas, ça marche, mais ils vont très bien se débrouiller tout seuls pour certains parce que ils ont les moyens. Ils ont du goût, et donc ils vont faire de très belles choses. Donc c'est possible, même si, entre guillemets, sans faire appel à toi, un indépendant avec les moyens peut-être un poil plus limités qui sont les siens, peut arriver avec... Bien sûr. Mais parce qu'il y a plein d'indépendants qui sont hyper curieux, tu vois, et qui vont... on travaille pour des gens là qui ont des établissements à Cabourg. En fait, dès qu'ils peuvent, ils ont cette curiosité, et ils vont visiter des hôtels à droite à gauche. Et donc, c'est passionnant quand tu discutes avec eux, parce qu'en fait, ils vont te
ils vont te dire ce qu'ils ont vu, ce qui leur plaît, et tout d'un coup s'enclenche une discussion passionnée. Et si je pousse le fil, alors c'est peut-être moi ton sujet, tu vois là on est en train de s'amuser, j'achète un gîte. 4 murs, enfin une vieille maison, 400 mètres de la mer, j'ai envie de recréer un peu, tu sais, donc je suis papa de 2 enfants, avant j'allais à l'hôtel à 2, on kiffait les petits services, puis quand t'as des enfants à l'hôtel, c'est plus la même chose. Donc dans mon idée, c'est de se dire, pour ces familles qui grandissent et qui aiment voyager, j'aimerais recréer des maisons de vacances, mais avec le goût et le luxe de l'hôtellerie. En tout cas, pas le luxe, mais en tout cas le service. Tout ce que tu me dis résonne énormément, mais avec des moyens limités, c'est quoi les conseils que tu donnerais? C'est dans la conception de ton projet, c'est d'avoir une vraie réflexion sur l'usage et les usagers. Tu vois, nous on adore quand on fait des concepts découper la maison ou l'hôtel, tu vois, dans des espaces différents, même si t'es dans 20 mètres carrés. Et tu vois, c'est d'avoir cette réflexion sur... Et tu te dis, ok les gars, on a bossé pour Centaur Park sur des sujets comme ça, ou Club Med. C'est de se dire, ok, en fait, qu'est-ce que ton usager, il attend? Qu'est-ce que t'as? Est-ce que c'est une famille? Donc si c'est une famille, ça veut dire que t'as des gens plus âgés et t'as des enfants. Ils vont cohabiter pendant des moments de la journée, mais à faire des choses différentes. Le soir, ça va être plutôt le moment des adultes. Et tu vois, c'est d'imaginer quels vont être les objets, quelle va être ta programmation, comment est-ce que tu imbriques tes espaces pour que la cohabitation entre tes différentes populations se fasse. Ou à un moment, tu vas peut-être avoir un groupe de potes. Le groupe de potes, il a pas le même besoin qu'une famille, tu vois. Il va plus avoir envie de chiller sur des canapés, se croûter. Il va peut-être même pas manger à table, mais ta famille, elle va avoir besoin de manger à table, elle va avoir besoin d'avoir ses enfants qui sont à hauteur haute, etc. Et donc c'est où est-ce que tu vas mettre de l'intelligence dans ta conception pour que t'arrives, si tu loues ton bien, à ce que t'arrives à cocher la case de tous ces usagers. Purée, tu vois, je t'écoute avec une grande attention depuis tout à l'heure et je pensais à ce truc de gîte. Effectivement, alors on commence. Hein. De ce que tu me dis, il y a des choses, mais comme tu me dis, je pense qu'on n'a pas assez encore, entre guillemets, réfléchi à toutes les cibles. Et donc, toute la customer journée, comme tu disais, là, quand tu me parles, je sais qu'il me manque des moments, du coup, où j'ai pas la solution encore. Bon, j'en suis à coulage de dalle, hein, donc j'ai largement le temps d'y penser. Mais c'est passionnant ce que tu racontes. Bah, mais ça, alors tu vois, souvent on arrive, nous, au coulage de dalle. Et en fait, le coulage de dalle, souvent, on est très vigilant avec nos clients parce qu'une fois que tu as figé les choses et les plans, malheureusement, si tu arrives trop tard, il est trop tard. Et soit ça va coûter un pognon fou de faire des modifications, mais nous, souvent, on a la chance d'arriver vraiment en amont des projets, au tout début, presque avant les architectes, et donc de donner des cahiers des charges très précis pour que, tout de suite, tu ajustes dans ton programme, dans la manière dont sont disposés tes espaces communs, tes chambres. Et souvent, tu sais, quand on commence des projets, les gens, ils ont l'impression, tu leur dis, comment vous imaginez vos chambres d'hôtel? Une chambre d'hôtel, t'as une chambre et puis une salle de bain. Mais en fait, il y a tellement de manières d'imaginer différemment les chambres. Est-ce que t'as besoin d'un bureau? Est-ce que, si t'es dans du léger, est-ce que t'as besoin du bureau? Non, pas forcément. De quoi t'as envie? Nous, on a imaginé quelquefois des hôtels sport, tu vois, pour des sportifs. Donc en fait, est-ce que ton assise qui est devant ton lit, ça peut pas être aussi un truc pour faire ses abdos? En fait, c'est quel est l'usage de chaque objet et chaque chose est pensée. Il y a rien qui est laissé au hasard. Non, c'est génial ce que tu dis. Tu vois, moi, je me suis dit, par exemple, alors c'est une discussion, mais ça peut permettre d'inspirer sur ceux qui sont en train d'imaginer ce type de projet. Donc, je me suis dit, ça peut être aussi bien des groupes de potes comme des familles. Donc, on a, par exemple, fait 3 chambres, mais 3 salles de bain pour que chacun puisse avoir son espace. Séparer les chambres entre 2 étages pour avoir ce côté, comme tu dis, parent-enfant. Et même dans une des chambres, alors on voulait, mais impossible, avoir un espace cinéma, donc avec gros rétroprojecteur, pouf, en disant, au pire, je mets mes ados là, si c'est des ados, ou les parents qui ont couché les enfants un peu loin des chambres se disent, je me tape une soirée Netflix tranquille. Et comme tout le monde a Netflix à la maison, je vais pas mettre une télé. Les rétroprojecteurs, les gens en ont un peu moins. Donc on a essayé de penser ça un peu comme ça.
Mais comme ce que tu me racontes, il me manque mille choses. 1000 choses. On en reparlera. Avec grand plaisir. Incroyable. Je vois que le temps file, donc il nous reste quelques minutes. J'aimerais, donc on a parlé Triple B, incroyable. No Name, j'ai vu la petite carte de visite. On renverra dans les liens quand tu auras le site. La direction artistique est... Le site existe. Ah, le site existe. Ouais. Ok, incroyable, on renverra. Parle-moi rapidement de la marque de luxe. Est-ce qu'il y a déjà des projets et c'est quoi? Quel est le type de projet? Stone. Ouais. Stone, en fait, c'est pareil dans notre stratégie de boîte. On avait Triple B et on avait des projets luxe aussi qui nous venaient naturellement ou par du bouche à oreille, etc. Mais on s'est dit, c'est quand même des projets qui nous passionnent. Et on s'est dit, en fait, aujourd'hui, quand un client ou un porteur de projet nous cherche, les gens du luxe, c'est un secteur très particulier. Et ils vont pas forcément venir nous voir s'ils voient qu'on fait aussi de l'hôtellerie économique. Et pourtant, on a ce savoir-faire parce qu'aujourd'hui, on travaille sur des projets avec plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement. Et on s'est dit, OK, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va créer cette nouvelle marque qui n'est pas Triple B, mais qui est rattachée à Triple B, qui nous permet, et là c'est plus Leslie et moi qui gérons ces projets, de piloter des projets ultra luxe de A à Z. Et d'adopter aussi les codes du luxe. C'est-à-dire que, je t'enverrai le site internet aussi, le site internet il est ultra confidentiel parce qu'on est avec des clients qui sont ultra confidentiels et qui ne veulent jamais parler de leurs projets tant qu'ils sont pas ouverts. Avec des montants qui sont stratosphériques. On travaille aussi pour des palaces, mais là aussi, tant que les projets sont pas aboutis, motus et bouche cousue. Donc, c'est pour nous, en fait, une manière d'avoir un nouveau marché, en tout cas d'assumer un nouveau marché, avec un produit correspondant. Tu vois, ça revient un peu à ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Quand on crée, nous, un concept, il s'adresse à une certaine clientèle. Bon, là, Leslie et moi avons créé cette nouvelle entité qui nous permet de nous adresser à une certaine typologie de clients. Incroyable, ça m'inspire. Et qui nous permet aussi d'aller voir des endroits exceptionnels un peu partout dans le monde. Et ça, c'est pour nous, c'est magique. Avec une clientèle qui est... Alors, tous nos clients sont exigeants, mais là, on est aussi dans une autre exigence. Parce que, attends, tu me disais plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement pour un établissement. Ouais. On se rend pas compte, c'est énorme. Oui, c'est fou. Ah ouais. César, je vois que le temps file et je n'aimerais pas que tu loupes ton train pour Paris. Est-ce qu'il y a des questions que j'ai oublié de te poser ou des choses que tu aimerais évoquer? Ou selon toi, on a fait le tour de tout? Non, moi peut-être... Pour moi, le plus important dans tout ce qu'on s'est dit, c'est un seul mot, c'est la curiosité. Ouais. Et tu vois, c'est vraiment le mot qu'on utilise tous les jours avec nos salariés, entre associés et avec nos clients. Je crois que c'est la clé, je pense, et alors pas forcément pour uniquement notre secteur, mais pour tous les secteurs. C'est sortez de vos boîtes, allez voir ce qui se fait autour de vous, allez voir vos concurrents, et ouvrez grand vos yeux sur le monde entier. Moi, ce que je disais tout à l'heure, on passe notre temps à s'inspirer des secteurs connexes. L'aérien, on regarde aussi aujourd'hui comment fonctionnent des croisières pour comprendre comment est-ce que des buildings comme ça arrivent à faire autant de volume, on s'intéresse à la mode, et c'est ce qui nous permet, ce que je disais tout à l'heure aussi, finalement de bosser aussi pour ces gens-là. Mais curiosité, c'est essentiel. C'est presque la seule chose qu'on demande à nos salariés. Soyez curieux. Et on ne vous reprochera jamais de partir dans la journée, soit d'aller visiter une capitale européenne, soit d'aller visiter un nouvel hôtel qui a ouvert à Paris ou ailleurs. C'est tellement important de se nourrir parce que ça va nourrir les projets qu'on aura pour d'autres. C'est quoi la question que tu poses aux entretiens pour savoir s'ils sont curieux? Comment tu le sais? Là, souvent, on pose la question de savoir quelles sont les marques aujourd'hui qui vous inspirent dans l'hôtellerie ou dans d'autres secteurs. Et on voit tout de suite si la personne a des œillères devant les yeux et ne connaît finalement que la marque d'hôtel ou de restaurant dans laquelle elle bossait, ou alors elle a vu, j'en sais rien, moi, sur LinkedIn ou sur son fil Insta que
wow, là il y avait un truc qui avait ouvert qui est fou et qu'il faudrait aller voir. Peut-être qu'on ne pourra pas aller le voir, mais on sait qu'il existe. Et donc on va creuser, on va s'intéresser et on va dire aux autres, et c'est comme ça que c'est top. Incroyable. Dernière question avant de te quitter. Est-ce que tu as le nom, une connaissance, quelqu'un dans ton téléphone à qui je devrais absolument parler pour ce podcast? Wow, bonne question. Ah, je te l'avais pas posé avant. Donc Bah non, ouais. Je sais que tu as interrogé Géraldine et il y a des gens comme ça qui sont hyper inspirants et qui ont une niaque, moi, qui toujours m'impressionne. Moi, alors, il y a probablement des gens qui sont intouchables, mais je pense que rien n'est impossible. C'est pour ça. Mais à un moment, pendant le Covid, moi, je m'étais éclaté à créer un hôtel dans l'espace. Parce que j'étais bluffé. Puis c'était le moment où il y avait des articles qui sortaient dans Le Point, dans plein de magazines sur OK, maintenant qu'on peut y aller, qu'est-ce qu'on va y faire? J'oublie un peu ces notions d'écologie et qui les porte aujourd'hui. Voilà, c'est pas le sujet, mais peut-être essayer d'avoir Richard Branson. Je sais que tu allais me dire Elon Musk, mais Richard, oui, c'est du même acabit. Ok, parce que tu l'as dans ton téléphone. Je l'ai pas encore dans mon téléphone, mais si tu arrives à me trouver le numéro, je viendrai. On fera le podcast. Et si je trouve quelqu'un de plus simple d'ici la guerre, je t'envoie un SMS. Avec grand plaisir. Mille merci César, c'était vraiment très cool. On a passé un bon moment. Merci beaucoup pour l'invitation. Au plaisir, à bientôt. À bientôt, ciao. Ciao. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous demande de le partager et de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Et surtout, retrouvez-nous sur le site des Compteurs pour nous briefer sur un projet marketing, communication ou branding. À bientôt.